Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bon, j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous avons dépassé le stade des 90 000 abonnés. 90 000 abonnés pour ma chaîne principale. C'est absolument génial. Nous sommes à 90 100 abonnés, je crois. Bon, eh bien écoutez, j'espère qu'on va aller faire mieux, qu'on va tendre vers les 100 000 très bientôt. Allez, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous également à ma chaîne secondaire. C'est important, on ne sait jamais. La revue de presse. Alors, sans plus attendre, nous allons nous diriger directement sur le terrain et plus précisément sur l'oblast de Koursk, où les Russes ont lancé une contre-offensive dans le secteur de Korenevo. Donc, Korenevo, c'est ce village qui est ici. Mais avant de détailler cette contre-offensive, qui a débuté le 10 septembre, nous allons nous rendre sur la partie ouest, ici, donc partie que j'appelle isolée, puisque les ponts ont été détruits sur la rivière. Mais pas tant isolé que ça, puisque les Russes continuent d'installer des pontons. Alors on va d'abord commencer par ce qui s'est passé en périphérie de la ligne de front et des combats, puisqu'on a eu des attaques dirigées sur les aérodromes de la région de Mourmansk. Vous voyez, on vous a fait une belle petite carte pour vous montrer où se trouve Mourmansk, pour ceux qui ne savent pas. C'est tout au nord de la Russie, à une centaine de kilomètres de la frontière finlandaise et norvégienne. Surtout norvégienne, un petit peu plus pour la frontière finlandaise. Alors, il y a des aéroports militaires, des aérodromes militaires sur lesquels les Russes entretiennent des forces stratégiques. Et vous avez également la base navale de Mourmansk, qui elle est un peu plus connue pour ceux qui sont amateurs d'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est dans ce port que débarquait une partie de l'aide anglo-américaine par les fameux convois qui venaient d'Angleterre pour amener des chars, des pièces d'artillerie à l'Union soviétique, du ravitaillement, des munitions, etc. Voilà. Et donc, on a aussi des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont stationnés à Mourmansk. Et donc, on voit que les Ukrainiens ou leurs soutiens ont été en capacité d'envoyer des drones jusque là-bas. Alors bien évidemment, ils sont pas partis d'Ukraine, et il faut s'interroger sur la complicité de la Finlande, de la Norvège, pour permettre à ce genre d'opération d'avoir lieu. C'est tout à fait stupéfiant d'imaginer que des services de sécurité probablement britanniques, ces pays sont toujours très en lien avec les Britanniques, ont été capables d'aller là-bas pour mener ce genre d'opération. C'est assez spectaculaire. Alors, Où une colonne de 8 blindés russes a traversé le village de Snagotsk. Donc Snagotsk, c'est ce village qui est ici. Le lendemain, et un petit peu plus au nord, ce sont 3 blindés russes ici qui ont foncé à travers champs, donc sur les positions ukrainiennes qui étaient préalablement installées dans ce secteur. Et ces attaques de blindés ont été opérées par le 51e régiment parachutiste. Cette offensive leur a pour l'instant permis de sécuriser 2 villages, donc celui-ci ainsi que Komarovka, où le 9 septembre, ici, un MTLB ukrainien a été détruit dans les combats. Puisque là, les Russes, comme d'habitude, je ne cesse de le dire depuis plusieurs semaines, ne cessent de nous surprendre par leurs initiatives. Eh bien, ils ont décidé que l'heure était venue de lancer une contre-attaque. Alors, je vais plutôt employer le mot contre-attaque que le mot contre-offensive, parce que on reste quand même sur quelque chose de réduit en termes, semble-t-il, de moyens engagés, mais tout de même. Et donc, ils ont choisi d'attaquer le flanc occidental du saillant formé par l'armée ukrainienne en territoire russe dans l'oblast de Koursk, depuis le secteur notamment de Korenevo, depuis le secteur de Glushkovo, et ils ont réussi à reprendre, donc selon les différentes estimations en OSINT qu'on peut avoir, entre 100 125 km² qui ont été récupérés. Ils ont fait des prisonniers. On a constaté
au cours de cette opération que les lignes ukrainiennes, et c'est pour ça probablement que les Russes ont attaqué dans ce secteur, les lignes tenues par les Ukrainiens étaient quasiment pas fortifiées, malgré ce qu'on nous avait annoncé de l'engagement de quasiment tout le matériel de génie de combat par l'armée ukrainienne. Eh bien, cette partie du flanc semblait, quand on a vu notamment les images du côté, je crois c'est du village de Snagost, l'assaut dont on a mis les vidéos, enfin la vidéo sur Patreon, vous voyez la colonne de blindés russes qui rentrent comme dans du beurre dans les défenses autour du village, parce qu'il n'y a quasiment pas de point d'appui défensif, de retranchement, de fortification quelconque. Il y a, semble-t-il, pas de mine non plus, même si on voit à un moment donné la colonne russe quitter la route pour passer à travers champs. Voilà, donc c'est pour ça. Je pense aussi que, vous le voyez sur la carte, hein, dans la partie orientale du saillant, on a la ville de Soudja qui, elle, représente un nœud défensif en tant que tel. Hein. On sait bien que se battre en ville, c'est très compliqué, même si, comme je le rappelle depuis un moment, les Russes, avec les FAP 3000, les bombes guidées de 3 tonnes, peuvent écraser facilement les bâtiments. C'est quand même, de toute façon, plus compliqué ensuite de s'engager dans ce genre d'endroit de vive force sur un début d'assaut. Il vaut mieux faire ça en race campagne, et on a vu les effets que ça a eu. Donc Soudja, c'est cette commune ici qui est sous contrôle ukrainien. Donc à l'ouest ici, ce sont 2 chars ukrainiens qui ont été détruits dans la journée donc du 11 septembre par des missiles guidés lancés depuis un drone forepost. Donc ce drone, c'est une copie du drone israélien Searcher 2, principalement utilisé pour la reconnaissance et la surveillance à moyenne portée. Il peut aussi embarquer donc des missiles et rester en altitude pendant 16 heures. Hier, les Ukrainiens, comme vous pouvez le voir sur la carte, ont lancé des assauts au sud du secteur donc de Glushkovo pour essayer de prendre le dispositif d'attaque russe sur son flanc droit. Maintenant, ces attaques, à part avoir, comme vous le voyez, hein, il y a une petite flèche qui a réussi à faire une petite percée de quelques kilomètres dans le dispositif, ça n'a pas arrêté l'attaque russe vers l'est. Et on voit que les Ukrainiens ont été obligés de se replier dans certains secteurs pour pas être encerclés. Même si on voit des contre-attaques locales être menées pour essayer de repousser l'assaut russe. Donc, une fois encore, les Russes ont fait de l'attrition pendant un mois, hein, 6 août, 6 septembre. Une fois que cette attrition a porté ses fruits, hein, une fois que l'effectif ukrainien a été déjà en plus ferré sur place, puisqu'on n'a pas arrêté de vous le dire, des réserves ont été sans arrêt injectées dans ce saillant pour malheureusement un résultat nul, puisqu'elles se sont fait broyer sous les feux de l'artillerie et de l'aviation russe, et ben les Russes ont considéré que là la situation leur était à nouveau favorable tactiquement. Ils ont lancé une contre-attaque et ils ont regagné du terrain, et je pense qu'ils vont poser de grandes difficultés dans les jours qui viennent à l'armée ukrainienne, parce que si elle reste accrochée à la partie centrale et au secteur de Soudja sur le flanc oriental, on risque il y a un risque d'encerclement, faut le dire, voilà, c'est tout. Donc une offensive russe est en cours dans la partie nord-ouest. Les combats continuent sur l'ensemble de la ligne de front. Et les Russes ont réussi à sécuriser une autre partie du terrain à l'est du village de Martinovka. On a eu également une attaque sur donc une usine dans le secteur de Omsk, hein, donc à plus de 2500 km du front ukrainien. Donc là encore, on pense qu'il s'agit d'attaques de drones. Alors, sont-ils partis de la ligne de front? On sait que les Ukrainiens ont été capables de modifier des appareils, des petits avions civils, et de les transformer donc en avions sans pilote, donc en drones, pour les jeter sur des points assez éloignés du front. Donc, est-ce que c'est ce genre d'engin qui a été utilisé? En tout cas, donc on a une usine qui a été touché dans le secteur de Omsk. Ils sont certainement partis d'Ukraine. Hein, il faut couper court à toutes les rumeurs qui laisseraient entendre que ces drones seraient partis soit de la Finlande, soit de la Norvège. Je vois pas la Finlande et la Norvège s'exposer comme ça de manière irréfléchie dans un conflit. On est sur un vol qui a été programmé par les Ukrainiens, qui a longé les frontières norvégiennes et puis finlandaises de manière à tromper
la surveillance aérienne russe, sachant que comme ce sont des avions de tourisme, en fait, ça crée également une confusion pour les Russes dans la surveillance de leur espace aérien. Par contre, en mer Noire, à l'ouest de la Crimée, ici, il y a plusieurs plateformes de forage. Il y a plusieurs champs gaziers sous-marins dans cette région ici. Et dans la nuit du 10 au 11 septembre, il y a eu une tentative d'attaque des Ukrainiens sur une de ces plateformes, près du champ gazier de Golotsine. Donc, alors j'ai pas pu la géolocaliser avec précision, mais elle se situe ici, dans ce secteur exactement. Selon le ministère de la Défense russe, plus d'une dizaine d'embarcations ont été utilisées par les forces spéciales ukrainiennes. L'attaque a été repoussée avec des pertes en hommes et matériel côté ukrainien. Côté russe, un Sukhoi 30 a été abattu par un manpad tiré depuis une de ces embarcations. Information qui a été confirmée par Raibar, qui est un média russe. Donc ces événements ont eu lieu ici, exactement. Il y en a 8 qui ont été coulés et les autres ont fait demi-tour sans pouvoir atteindre la plateforme. Ils ont abandonné donc leurs camarades morts ou blessés à la mer. Hein. Voilà. Et par contre, ce qu'il faut signaler, c'est que côté russe, cette opération, alors la plateforme est intacte, mais les Russes ont perdu dans l'histoire un Sukhoi 30 qui a été touché par probablement un Stinger, je pense, hein, qui était à bord des navires, enfin des petits bateaux rapides ukrainiens. Donc en résumé, les Russes ont lancé une contre-offensive dans l'oblast de Koursk, à un peu plus d'un mois du début de l'attaque de l'oblast par l'armée ukrainienne. Ces dernières 48 heures, ils ont repris à peu près 40 km². L'armée russe continue d'avancer dans le Donbass, et plus particulièrement dans la zone qui se trouve au nord de Krasno-Rivka, ainsi qu'à l'ouest de Nevelski, où l'armée ukrainienne s'est repliée car menacée d'encerclement. On constate qu'il y a de plus en plus de vidéos de combats de drones aériens, où des drones d'observation sont attaqués et abattus par d'autres types de drones. À noter que les Ukrainiens font un usage extensif et intensif des drones, et ils ont récemment lancé des drones lanceurs de termites, et ces vidéos se multiplient actuellement sur la ligne de front. Alors pendant ce temps-là, bien évidemment, les Russes sont pas inactifs ailleurs, hein, ils continuent comme ils le font depuis le début, je dirais presque de l'année, depuis le mois de février qu'ils ont lancé l'ultime assaut sur Avdiivka. On voit que dans le secteur donc de Kupiansk-Svatove, on a une nouvelle recrudescence d'attaques à l'échelle locale de la part de l'armée russe, un petit peu partout sur ce front, où, je vous le rappelle, l'objectif, hein, on a essayé d'agrandir un peu la carte, est de couper en deux, au sud de Kivcharivka, de couper en deux la tête de pont ukrainienne pour contraindre surtout ceux qui vont se retrouver au sud, à se replier. Là, vous pouvez le voir clairement sur la carte, il n'y a que 2 ponts pour franchir l'Oskol dans ce secteur. Hein. L'Oskol, grâce à des systèmes de barrage, est assez large dans cette zone-là, et donc vous n'avez que 2 ponts qui sont sans arrêt sous les feux de l'artillerie ou de l'aviation russe et qui sont détruits, reconstruits par des pontons en permanence, hein, ou des ponts du génie. Et donc, il faut à tout prix couper en deux cette tête de pont pour que la partie qui se trouve au sud soit contrainte de se replier ou de se retrouver complètement encerclée. Voilà. C'est là le gros problème de l'armée ukrainienne aujourd'hui dans cette zone, et les Russes donc continuent d'avancer. Russia goes on counteroffensive in Kursk region a little over a month after Ukrainian forces' lightning incursion. The size, scale and potential prospects of the operation are unclear and the situation remains fluid as of today, but let's take a closer look at where the movement is. As per the available information, the counterattacks started along western edge of the Ukrainian salient. Here, this is this area in red, and they're also reportedly trying to advance from a few axes from the north, northeast and west. These are these yellow areas here. Now, look at this area here, west of Snagost. This is where Ukrainian forces reportedly began new attacks against Russian counteroffensive. There are claims that Ukrainian forces are operating southwest of Snagost, which is roughly 5 kilometers from the international border, suggesting that Ukrainian forces recently advanced near the settlement
reportedly after crossing the border. Russian Ministry of Defense and Russian mill bloggers claim that those Ukrainian attacks have been repelled, but it is unclear how much force Ukraine has committed to the reported counterattack. The Institute for the Study of War says available visual evidence suggests that Russian forces counterattacking in Kursk region may be using elements of more combat experienced units to conduct counterattacks, although it is unclear how effective those operations will be, since some of these units have been heavily degraded and reconstituted many times. Russian forces may intend to temporarily bisect the Ukrainian salient in Kursk region before beginning a more organized and well-equipped effort to push Ukrainian forces out of Russian territory. Alors, j'ai pas mis la carte, on a encore des opérations de sécurisation, de nettoyage qui se déroulent autour de Toretsk et notamment autour de la zone industrielle dont on a parlé à New York, qui resterait le dernier point dans lequel... Donc c'est la 12e brigade Azov qui a des éléments qui sont encerclés et qui tiennent toujours, semble-t-il, dans cette zone industrielle. Mais c'est le seul endroit où il y a vraiment eu des combats relativement intéressants depuis 72 heures. Maintenant, ce qui est important, c'est le secteur, comme d'habitude, central de Pokrovsk, même si celui de Soumy-Koursk était important en raison de la redynamisation du front avec la contre-attaque russe. Le secteur de Pokrovsk concentre toutes nos attentions parce que, alors, les Russes sont quasiment arrivés à investir Ukrainsk, que vous pouvez voir sur la partie sud, au sud de Selidové, sur la partie sud du saillant qui est formé depuis un moment vers l'ouest. Les combats donc se poursuivent à la fois en direction d'Ukrainsk vers l'ouest, mais bien évidemment en direction du sud pour enfermer les Ukrainiens qui sont toujours, on a appris ça, dans le saillant qui est là au sud de cette zone, donc entre Ukrainsk, Irnik, Kurakhivka, vous avez, on pensait que la ligne défensive russe qui était là servirait de ligne de recueil des unités qui sont à l'est dans ce saillant et qui risquent d'être encerclés à tout moment. Eh bien, même si on a constaté un repli d'une partie des forces ukrainiennes, d'autres ont reçu pour mission de s'y accrocher coûte que coûte. Alors peut-être, ça c'est les informations jusqu'à hier soir, peut-être que dans la journée ça va changer, et que comme je l'ai mis avec cette flèche pointillée bleue qui va vers l'ouest, les dernières unités ukrainiennes vont finir par se replier, mais pour ralentir l'avancée russe, on a décidé de sacrifier encore du monde en leur faisant courir le risque d'être pris dans cet étau. Vous voyez qu'il y a des attaques qui viennent du sud, mais qu'il y a aussi des attaques qui viennent donc depuis Krasnohorivka, et qu'à tout moment, ces gens-là peuvent se retrouver encerclés. Alors, ils seraient moins nombreux que les éléments des 4 brigades dont on a parlé il y a 15 jours, puisque, on le sait, certains ont réussi à être extraits de cette zone, mais la menace pèse sur encore une partie de cet effectif. Cumulé à ça, l'annonce non officielle, mais dont tout le monde parle, d'autorisation anglo-américaine et occidentale de frapper la Russie dans la profondeur, donc jusqu'à environ 300 km du front par l'armée ukrainienne. Il y a un risque effectivement que les choses s'enveniment de plus en plus. Ça correspond bien sûr à ce qu'on disait l'autre jour, la semaine dernière, sur le fait que les Russes sont en train donc de modifier leur doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, avec l'idée éventuellement de frapper les premiers si ce genre de choses peuvent se dérouler, parce que si vous frappez avec des missiles de croisière longue portée, voire demain, puisqu'on nous dit que les Ukrainiens travailleraient éventuellement peut-être sur des missiles de niveau balistique. Alors ça, c'est, je pense, beaucoup de propagande. Il y a très peu de chances, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. De toute façon, si tout ça se met en place et menace de plus en plus les intérêts vitaux de la Russie, on peut effectivement imaginer que ce sera une première frappe nucléaire sans que les Russes aient été attaqués par une arme nucléaire de leur côté. L'Ukraine qui veut que ses alliés l'autorisent à frapper l'intérieur de la Russie. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, parce que c'est frapper l'intérieur de la Russie avec des armes de l'OTAN. Oui. C'est pas avec des armes ukrainiennes. L'Ukraine a le droit de faire ce qu'elle veut pour se défendre. En revanche, accepter
comme veut le faire la Pologne, que des armes françaises, américaines, anglaises frappent Moscou, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est une folie. On a suffisamment payé cher l'absurdité de la politique française et américaine en Ukraine, hausse du prix du gaz, faillite de notre économie, etc., pour arrêter. J'ai proposé un plan de paix dès le premier jour. Je sais qu'on peut faire la paix. J'attends que Donald Trump gagne, je l'espère de tout mon cœur, parce que c'est une folie ce qu'il est en train de faire. Et on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de désarmer l'Europe. Si Trump gagne aux États-Unis, on augmente les chances de paix. Bien évidemment. Avec la Russie. Et moi, je regrette que la France soit muette. Et je regrette que le monde politique ait peur de dire la vérité. Nous devons avoir une grande alliance avec la Russie pour stabiliser l'Europe. Nous devons remettre la Russie du côté occidental et pas la pousser dans les bras de la Chine. C'est une folie. Et il y a un accord possible en Ukraine, tout le monde le sait. Et on déverse des dizaines de milliards pour un État corrompu. Alors je sais que je suis minoritaire là-dessus, je sais que tout le monde se terre parce qu'on a peur de dire la vérité aux Français. Et je pense qu'il faut la dire. Lors de leur rencontre avec M. Blinken à Varsovie, des responsables polonais ont insisté auprès du gouvernement Biden pour qu'il autorise des frappes à longue portée afin de contrer les attaques russes contre l'Ukraine. Blinken a déclaré avoir eu des discussions approfondies avec les responsables ukrainiens. Il a cependant refusé de dire si le gouvernement Biden était prêt à approuver de telles frappes. Le président russe Vladimir Poutine estime que si l'Occident autorisait l'Ukraine à utiliser des missiles fournis par l'Occident, cela modifierait la nature et l'ampleur du conflit. Il ne s'agit pas d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec ses armes ou non, il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués ou non dans le conflit militaire. Si cette décision était prise, cela ne signifierait rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens au conflit en Ukraine. Et si c'est vrai, cela change l'essence même de ce conflit. Et nous prendrons les décisions appropriées en fonction des nouvelles menaces qui seront créées à notre encontre. Effectivement, ça a beaucoup déplu aux Russes qui est cette offensive-là, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. En plus, il y a une vraie provocation occidentale en essayant de faire entrer des forces par la zone de Koursk, qui rappelle à ceux qu'ont connu l'Union soviétique de très mauvais souvenirs, surtout avec des chars Léopard 2 allemands dans les colonnes blindées qui avançaient. Mais cette opération est à la fois un échec stratégique et un échec tactique. Elle ne mène à rien. La quantité de population qui a été évacuée reste assez minime. Et puis, d'une certaine manière, on se pose la question de savoir si un certain nombre de membres du haut état-major russe n'y étaient pas favorables. Les forces ukrainiennes avaient été localisées. C'était peut-être difficile pour eux de savoir quelles étaient leurs intentions, mais un certain nombre d'officiers généraux qui sont plus durs que Poutine concernant l'attitude qu'il convient d'adopter vis-à-vis de l'Ukraine considèrent que d'une certaine manière, c'est intéressant qu'il y ait cette offensive ukrainienne parce que ça met un terme à toutes les possibilités de négociation et que leur objectif à eux, c'est la capitulation de l'armée ukrainienne. Donc, il faut aussi voir que Poutine navigue entre plusieurs camps. C'est un homme très pragmatique et c'est vrai quand on analyse son discours, on s'aperçoit qu'il y a énormément de contradictions entre ce qu'il dit à un moment donné et à un autre. Parfois, il y a plusieurs tours au Kremlin. Mais bien sûr, et lui-même arbitre et je pense que ce n'est absolument pas le pouvoir d'un homme autocratique comme on l'imagine. Il a un certain nombre de chapelles dans son entourage. Bien sûr, ce n'est pas la situation idéale qu'il attendait, mais pour l'instant, je ne pense pas du tout que la Russie soit en difficulté. La question qu'on se pose, c'est qu'effectivement, quelle est leur perspective, leur militaire, mais je crois qu'ils ont très bien perçu le fait que avant quelques mois, il n'y aurait pas de solution. Comme on le disait tout à l'heure, là je crois qu'on est d'accord tous les trois. Encore une fois, même si Trump dit demain j'arrête la guerre, ça va pas se faire tout de suite parce que le Pentagone qui est beaucoup moins belliciste que la CIA, a quand même intérêt à ce conflit parce que ça lui permet de continuer à passer des commandes, de se libérer de vieux matériel. Et donc voilà, même ceux qui sont contre la guerre, parce que souvent les militaires sont contre la guerre, n'ont pas intérêt à ce qu'elle se termine trop vite. J'insiste sur un point qui n'est paradoxal mais qui n'est pas contradictoire. Alors les États-Unis remettent
quelques dollars sur la table, plus de 700 millions de dollars d'aide humanitaire et énergétique pour essayer de réparer ce qui peut être éventuellement réparé avant l'hiver en Ukraine, parce que vous le savez, les derniers bombardements menés par les Iskander et autres missiles russes ont achevé ou quasiment achevé le système énergétique ukrainien. Et puis on a les Britanniques qui eux sont là et qui annoncent la livraison d'au moins une centaine de missiles Storm Shadows sur les mois qui viennent. Vladimir Poutine a déclenché la guerre en Ukraine et peut y mettre fin à tout moment. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique Keir Starmer en route pour Washington, où il doit s'entretenir avec le président des États-Unis Joe Biden. La veille, les médias britanniques ont rapporté que les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris la décision d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles Storm Shadow de fabrication essentiellement britannique pour frapper des cibles situées plus profondément à l'intérieur de la Russie. Mais Vladimir Poutine a prévenu, si l'Ukraine est autorisée à utiliser des missiles fournis par l'Occident pour frapper son pays, cela signifie que la Russie est en guerre contre l'OTAN. Существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui rencontré ce jeudi les dirigeants des États baltes à Kiev. Ils auraient discuté du renforcement de la coopération militaire et technique. Le président lituanien a déclaré que l'Occident devait permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par l'Occident lui-même contre des cibles militaires sur le sol russe. Une demande que n'a cessé de faire l'Ukraine à ses alliés. Et donc là, vraisemblablement, on voit que les Britanniques sont à la pointe de ce qui se fait pour, encore une fois, remettre le couvert contre les Russes. On l'a expliqué il y a déjà un bon moment. Les gens qui haïssent le plus la Russie dans ce conflit, ce ne sont pas forcément les Ukrainiens, c'est la Grande-Bretagne. Je rappelle le discours de Boris Johnson aux communes le 24 février 2022 au soir, c'était complètement hystérique. On était dans quelque chose qui était du niveau des discours qui étaient prononcés donc maintenant il y a plus de 160 ans avant au moment de la guerre de Crimée, avec la psychologisation de Vladimir Poutine, comme à l'époque on avait fait la même chose avec le tsar Nicolas Ier, etc. Donc bref, c'est absolument dingue du côté anglais. Et donc c'est pour ça qu'ils sont toujours probablement dans les mauvais coups de cette nature. Et les Russes ne s'y trompent pas, puisque on apprend que ce matin, j'ai eu le temps de voir ça avant de démarrer l'enregistrement, il y a 6 diplomates, entre guillemets, britanniques qui ont été expulsés de Russie. Ils ont été convoqués et expulsés parce que on est bien convaincu à Moscou qu'il s'agit d'agents britanniques du MI6 et qu'on leur a indiqué la porte de sortie parce que ça commençait à bien faire de les voir sur le territoire de la Fédération de Russie. On est en train de basculer dans un nouveau monde et comme il le disait, d'un côté il y a des États qui aspirent à la paix, ce sont généralement les États continentaux et puis les pays hégémoniques, selon les vieilles traditions géopolitiques comme ça a été le cas avec la Grande-Bretagne et comme c'est le cas avec les États-Unis, qui ne veulent aucunement un partage, qui ne veulent qu'imposer leur volonté et pour qui tout système multilatéral équilibré, ça ne les intéresse pas parce que ça ne leur permet pas de dominer de la tête et des épaules un monde auquel, je dirais, ils veulent systématiquement dire ce qu'il y a à faire. Et malheureusement, c'est le cas des Américains qui sont, quoi qu'on en dise, en perte de vitesse. Mais la fin de l'Empire américain va prendre quelques décennies. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Entre le rôle du dollar et la puissance économique, militaire et industrielle des États-Unis, ça ne va pas se faire en 5 ans. Copy, we're with you at Test Matrix 1, watching from the nose cone. Up, down, left and right are 3. Pitch and roller 3, yaw is a 2. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le débat de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Kamala Harris,
Contrairement à ce que certains pouvaient craindre, Kamala Harris a limité la casse, pourrait-on dire. Elle a été assez prudente, elle a beaucoup, je vais dire, tourné autour du pot plutôt que de rentrer en profondeur dans les sujets. Mais de toute façon, dans ce genre de débat aux États-Unis, on sait très bien que on est plutôt dans une espèce de duel pour faire de l'audience que pour aborder en profondeur les questions les plus importantes. C'est très rare qu'on arrive à un véritable débat du niveau des débats présidentiels qu'on avait en France, nous, dans les années 70, pourrait-on comparer. Et donc, on peut la féliciter d'avoir été capable d'éviter le pire. Voilà, parce que c'était ça que tout le monde craignait, c'est qu'elle se prenne les pieds dans le tapis lourdement et que, malheureusement, ça fasse encore un effet pervers, comme ça avait été le cas pour Joe Biden en juin dernier. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'effectivement, elle a été capable d'éviter le pire. Mais alors, ce qui est le plus intéressant pour nous en Europe occidentale, c'est la façon dont nos super journalistes, super experts ont apprécié la situation. C'est-à-dire que là, pour eux, elle avait écrasé Donald Trump. C'était, ça y est, c'est bon. Elle est vraiment dans ses habits de candidate. Bon, déjà, faut pas oublier, elle est vice-présidente des États-Unis, donc elle est quand même censé avoir une certaine prestance et avoir une capacité à assumer ses fonctions et connaître ses dossiers. Donc faut pas en faire des caisses autour de quelque chose qui de toute façon lui incombe dans ses responsabilités, puisque elle aussi a été élue sur le ticket avec Joe Biden, le ticket démocrate de la dernière présidentielle. Donc la voir être capable de faire quelque chose, mon Dieu, oui, heureusement, j'ai envie de dire. Mais donc nos journalistes ici, moi j'ai regardé avec délectation le journal d'LCI-LCU le mercredi midi, là c'était l'extase, la une des journaux, les gens de Libération, ça y est, c'est bon, elle a gagné. Alors je les invite à la plus grande prudence aujourd'hui, parce que les réseaux n'oublient rien. Et donc on verra bien ce qui va se passer en novembre prochain, parce que je pense que même si elle a été prudente, la façon dont les Américains peuvent la percevoir et peuvent percevoir ses capacités à faire quelque chose reste tout à fait limitée. L'Amérique est aussi dysfonctionnelle sur le plan de sa puissance internationale. Elle est toujours en retard d'une bataille sur l'Ukraine, elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire sur le Proche-Orient et sur Gaza vis-à-vis du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Elle est donc à la remorque. Et nous, Européens, qui sommes en train de nous diviser, nous ne prenons pas les mesures pour prendre notre destin en main. Alors on continue avec notre sirop d'orgeat à nous gargariser. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tout fout le camp. Moscou est de nouveau la cible de sanctions occidentales alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine. Les États-Unis imposeront désormais des restrictions sur la fourniture de services informatiques et de logiciels à la Russie. Ces sanctions, annoncées en juin, visent à perturber la dépendance aux technologies occidentales de l'industrie russe de la défense, selon le ministère américain des Finances. Il est désormais interdit aux citoyens américains de fournir certains services à la Russie, parmi lesquels le conseil et la conception informatique ainsi que la fourniture de logiciels de gestion ou de fabrication. Ces sanctions viennent s'ajouter aux restrictions commerciales massives imposées à Moscou par l'Union européenne depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le secteur de l'informatique a déjà été ciblé par Bruxelles, de même que les domaines des télécommunications et des assurances. Selon la Commission européenne, l'UE a interdit plus de 48 milliards d'euros de marchandises russes destinées au continent, tout en bloquant 91 milliards d'euros de marchandises destinées à Moscou. Ce qui est intéressant, et c'est là, à mon sens, le vrai basculement du monde, c'est la régression et la déliquescence de l'Occident. Il y a maintenant plusieurs siècles que nous dominions le monde, et avec la montée en puissance des BRICS, à cause finalement de ce conflit qui n'a fait qu'accélérer les choses, nous sommes en train d'assister lentement mais sûrement à une décadence, d'abord une perte d'influence de l'Occident sur la scène internationale, mais surtout, à leurs yeux, à une décadence et une décomposition interne. Alors, là, on ne va pas rentrer dans des débats de politique intérieure
sur le wokisme et sur le reste. Mais à mon avis, c'est le principal tournant. On le voit en Afrique, nous n'avons plus d'influence comme nous en avions jadis, et on voit surtout le fait que la majorité des États hors Occident considèrent que ce sont les pays occidentaux qui bafouent le droit international, qu'ils ont pourtant imposé finalement à l'ensemble de la communauté planétaire, et qui ne cessent de mentir, qui ne cessent de provoquer des conflits. Et nous avons à la fois perdu, je dirais, tout crédit et toute respectabilité. Il y a toujours, je dirais, un faciès qui existe, mais c'est nous qui l'entretenons en pensant que nous sommes encore des démocraties dignes de ce nom et que nous pouvons vous donner un certain nombre de leçons au monde. Mais tout ça n'a plus prise aujourd'hui sur l'autre moitié de la planète, qui correspond d'ailleurs à 75% des effectifs de ce monde. Parlons de l'histoire des missiles balistiques de l'Iran vers la Russie. On nous dit qu'il s'agit de missiles balistiques à courte portée que l'Iran a donnés à la Russie. Cela provoque indignation et inquiétude en Occident. Je ne vois pas pourquoi ils sont si indignés à ce sujet. Il semble que cela fasse partie d'un plus grand accord militaire entre la Russie et l'Iran. Que pensez-vous qu'il se passe ici? What do you think is going on here? Well, I suspect that's the true reason for the outrage. Eh bien, je soupçonne que c'est la véritable raison de l'indignation. Comme vous l'avez dit, il n'y a rien dans l'accord lui-même qui provoquerait l'indignation de l'Occident. Après tout, la Russie et l'Iran sont amis et maintenant des États membres des BRICS. L'Occident entretient de terribles relations avec l'Iran et la Russie. L'Iran a été menacé et il y a eu un assassinat à Téhéran le jour de l'investiture du président iranien. L'Occident a imposé des sanctions à l'Iran et il y a eu des discussions sur des attaques contre l'Iran. Il n'est donc pas du tout surprenant que les Russes et les Iraniens se rapprochent et concluent des accords militaires entre eux. Military deals with each other. Now, about this particular deal, and I think we can take it that this deal does. Maintenant, à propos de cet accord particulier, je pense que nous pouvons supposer qu'il existe parce qu'un parlementaire iranien très en vue l'a confirmé. Je soupçonne que cela est directement lié aux événements d'il y a quelques semaines, lorsque Ismail Haniyeh, le négociateur en chef et chef politique du Hamas, a été assassiné à Téhéran. Des rapports ont suivi indiquant que les Iraniens étaient occupés à recevoir des systèmes de missiles de défense aérienne avancés de la part des Russes, y compris des missiles S-400 et les radars associés. Cette technologie est assez sophistiquée. Cet accord va au-delà des précédents accords d'armement entre les Russes et les Iraniens, dont nous étions au courant. Il existe déjà des accords publics pour que la Russie fournisse des chasseurs Sukhoi 35 à l'Iran. For Russia to supply Sukhoi 35 fighter jets to Iran, and apparently first trainers. Et apparemment, les premiers formateurs et avions d'entraînement en préparation pour cet accord sont déjà arrivés en Iran. Donc il y a beaucoup de travail en cours à cet égard. Des bombardements, des morts, des blessés, la situation est toujours chaotique 11 mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Dans la nuit, 5 nouvelles victimes sont venues s'ajouter aux quelques 41 000 morts dénombrés par le ministère de la Santé du Hamas. Ils ont tous été transportés à l'hôpital Baptiste de la ville de Gaza. Des témoins oculaires affirment qu'une maison appartenant à une famille dans le centre de la ville a été visée sans avertissement préalable. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont évacué ce mardi 97 patients malades ou gravement blessés dans le cadre de la plus grande évacuation médicale depuis le début du conflit. 45 enfants et 52 adultes ont pu quitter Gaza. Cette opération très complexe a été menée à bien dans des délais extrêmement serrés pour réunir tous les patients. Enfin, sur une plage de Seattle, un hommage a été rendu à la jeune Aysenur Ezgi Eci, 26 ans, une activiste d'origine turque abattue vendredi par l'armée israélienne au milieu d'une manifestation en Judée-Samarie. Tsahal a regretté l'incident et déclaré qu'il s'agissait d'une erreur et d'un acte involontaire. Mais les explications de l'armée israélienne n'ont pas convaincu. La famille d'Eci a demandé une enquête indépendante. Dans la bande de Gaza, les opérations militaires israéliennes se poursuivent, notamment
avec des bombardements et frappes d'artillerie, bombardements aériens dans la partie nord de la bande de Gaza, mais aussi et principalement autour de Gaza City, ainsi que sur la ville de Jabalia. Comme d'habitude, on a des dizaines de morts, des dizaines de blessés parmi la population civile. Benjamin Netanyahou nous annonce que le Hamas n'existe plus en tant que force combattante. Ah bon ? D'accord, donc ça veut dire qu'on peut faire la paix, ou qu'on peut au moins avoir un cessez-le-feu. Comme ça, on libère les otages et puis on arrête cette situation humanitaire absolument catastrophique. Hein, moi, j'ai vu passer ça, je me dis, bon, bah ça y est, c'est fini. Ils ont obtenu enfin l'effet final recherché au niveau militaire par rapport aux objectifs qu'ils ont donnés, c'est-à-dire l'éradication du Hamas. On nous dit, voilà, c'est fini, le Hamas n'existe plus. Bon, bah alors on en termine. Je pense que malheureusement, on n'en est toujours pas là. Dans le sud de la bande de Gaza, les Israéliens mènent des travaux de minage pour détruire les infrastructures souterraines du Hamas sur le territoire de ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, qui est donc le long de la frontière avec l'Égypte. Donc là, on a vraisemblablement, parce que ça existe depuis des années, des souterrains qui doivent passer sous la frontière et qui permettent la communication vers le monde extérieur pour les groupes armés palestiniens et pour le Hamas en particulier. Donc là, on voit que on est dans la destruction des galeries, des souterrains, etc. Mais on nous signale qu'il y a en permanence des embuscades qui sont tendues par les militants palestiniens. Alors, il faudrait savoir ce que dit M. Netanyahou, si, comme je l'imagine, c'est un menteur patenté, ou si la réalité sur le terrain ne lui est pas communiquée correctement, ce dont je doute. Le Pentagone fait savoir que le département d'État des États-Unis a approuvé la vente potentielle de remorques de chars lourds et d'équipements connexes à Israël, dans le cadre d'un accord évalué à environ 165 millions de dollars. D'autre part, l'un des deux groupes d'intervention de porte-avions américains a quitté le Moyen-Orient. Il avait été déployé dans la région dans le but de dissuader l'Iran de mener une attaque contre Israël. Ce porte-avions se dirige à présent vers la région Asie-Pacifique. Que c'est presque paradoxal, mais les États aujourd'hui les plus rationnels, si ce n'est les plus mesurés, sont ce qu'on appelle les États voyous. Quand on voit la manière dont déjà la Russie réagit ou ne réagit pas aux provocations occidentales, c'est très intéressant. Quand on voit la manière dont les Iraniens eux-mêmes ont pris d'énormes précautions avant d'organiser la riposte contre Israël il y a quelques mois de cela, et même ces derniers jours, la façon dont le Hezbollah a contacté la totalité de ses contacts des États avant lui-même de relancer des frappes sur Israël, donne une image très intéressante, alors qu'à l'inverse, on a en face des États occidentaux, dits démocratiques, qui sont dans le jusqu'au boutisme. On le voit bien sûr avec l'OTAN sur la question ukrainienne, et on le voit surtout avec Benjamin Netanyahou en Israël, qui est en train de tester au maximum les limites de réaction de ses adversaires. Son but finalement, à lui comme aux Américains, c'est de faire avec l'Iran ce qu'ils ont réussi avec la Russie, c'est-à-dire provoquer un conflit dont ils ne seront pas à l'origine, mais dont ils auront la totale responsabilité. Ils veulent que l'Iran, d'une façon ou d'une autre, passe à l'attaque contre la 6e flotte ou contre les Israéliens pour pouvoir déclencher des hostilités. Et je dirais heureusement, les Iraniens ont compris cela. Ils sont très partagés entre la volonté de riposter et surtout, ils ont quand même la volonté de ne pas tomber dans ce piège que leur tendent les Israéliens et les Américains. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait
comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Il y a des images encore qui circulent, parce que notamment les brigades d'Al-Aqsa du Hamas publient souvent des vidéos. Alors il y a un petit délai, mais publient toujours des vidéos d'embuscades qui sont tendues à Tsahal par les militants palestiniens. Donc le Hamas n'est pas détruit. Et il n'est pas neutralisé. Et donc la politique folle de compter les morts et de se dire au bout de tant de morts, on estimera que le Hamas est détruit, c'est comme au Vietnam avec le body count. Je vous renvoie toujours à cette analyse de Moshe Dayan que j'ai remise en avant dans un papier pour le Diplomate Média et qui est toujours disponible, c'est en lien dans les descriptions des vidéos. On voit bien que ça ne mène nulle part. Je lisais ce matin que même des analystes occidentaux s'alarment de la stratégie militaire israélienne, notamment parce que ses moyens sont aussi en tension en Cisjordanie et à la frontière avec le Liban, et qu'on ne voit pas comment Israël va s'en sortir en menant ce type de guerre de cette manière-là pour encore combien de temps de plus? Ça va faire 1 an que ça dure. Alors, il n'y a pas que j'entends ça en permanence, il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que que ce serait un chiffre comme cela tronqué. Non, c'est malheureusement une réalité de tous les jours. À Gaza, les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux. Et l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza, la création d'un périmètre autour. Gaza est complètement assiégée. Et donc, à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une véritable cocotte minute. On a encore des opérations des forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie, des opérations illégales sur un territoire que les Israéliens n'ont aucun droit d'occuper, ni dans lequel ils ont droit de faire la police, il faut le rappeler. Il y a environ 40 Palestiniens qui ont été arrêtés hier. Au total, on est maintenant à plus de 10 000 personnes. Depuis le 7 octobre, on a plus de 10 000 Palestiniens qui ont été arrêtés et qui sont détenus en toute illégalité par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie. Je le rappelle, la Cisjordanie, depuis les résolutions de l'ONU après la guerre des 6 jours, Israël n'a rien à faire en Cisjordanie, Israël n'a rien à faire à Gaza. C'est des territoires sur lesquels elle n'a aucune autorité légitime. Que faire? Qu'est-ce que la France doit faire à vos yeux? Qu'est-ce que l'Union européenne doit faire? Les États-Unis, puisque les appels au cessez-le-feu, vous le voyez depuis des semaines, ça ne marche pas. Mais que faire? Nous avons des leviers. Nous avons des leviers en matière d'armement, nous avons des leviers en matière économique. Nous continuons à accepter de commercer avec un certain nombre de territoires où la colonisation israélienne est active, mais nous refusons de le faire sous des arguments qui sont absolument inouïs sur le plan culturel et intellectuel. Il faut laisser Israël mener sa guerre jusqu'au bout. Mais quel bout? Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, dit que le Hamas a été éradiqué à Gaza. C'est quoi le bout? Et c'est le même problème en Ukraine et à Gaza. Nous n'avons pas d'objectif politique. Israël n'a pas d'objectif politique. Il n'y a pas d'objectif politique de la part d'Israël. Il y a un objectif sécuritaire, il y a un objectif identitaire, il y a une folie messianique, et ça explique la catastrophe qui nous est donnée à voir. Le monde regarde tout cela, et le monde en tire les conclusions, et c'est en cela que nous, Français, nous, Européens, nous, Occidentaux, nous sommes aujourd'hui pointés du doigt par un 2 poids 2 mesures qui ne pourra être sauvé que par le droit international, que par le retour de la justice. Nous aurons à payer comptant, en termes d'efforts et de légitimité, notre droit à reparler et redonner des conseils en matière internationale. Il faudra donner des preuves. Et nous débutons avec la Somalie qui a nié avoir fait une demande de soutien militaire alors que les tensions avec l'Éthiopie voisine persistent à propos de l'accord controversé sur le port du Somaliland. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre somalien
Hamza Abdibar, quelques jours après l'arrivée de 2 avions militaires égyptiens à Mogadiscio. La Somalie et l'Égypte ont signé un accord de défense au Caire le mois dernier. L'Éthiopie a exprimé ses inquiétudes quant au déploiement des forces égyptiennes en Somalie. La Somalie est mécontente de l'accord conclu par l'Éthiopie pour l'utilisation d'un port principal au Somaliland, que la Somalie considère comme une partie de son territoire. Les autorités estoniennes ont enregistré près de 600 infractions depuis que des contrôles douaniers complets ont été mis en place au poste frontière de Narva avec la Russie au mois d'août. Narva est un poste frontière très fréquenté qui enregistre chaque jour environ 1500 passages de l'Estonie vers la Russie. Malgré le nombre élevé de contrevenants, le taux quotidien d'infraction a légèrement baissé, passant de 22 à 18. Me näeme igapäevaselt, et üle piiri ikkagi viiakse kaupu, millest siis teisel pool puudust on. Ja praegu on hetkel üks murekoht Narva kontekstist just sularaha, mille rikkumise katseid on meil kõige rohkem. Selon les autorités douanières, les voyageurs quittant l'Estonie transportent généralement des marchandises rares en Russie, telles que des pièces détachées pour voitures. L'Estonie a mis en place des contrôles douaniers complets le 8 août à la suite d'une décision prise en mai de limiter les heures de passage des piétons. La police et les gardes frontières estoniens déconseillent tout voyage vers la Russie. Les tensions entre la Russie et l'Estonie, membres de l'OTAN, sont fortes depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Selon Tallinn, à la fin de l'année 2023, la Russie a délibérément dirigé vers la frontière estonienne des groupes d'étrangers n'ayant pas le droit légal d'entrer dans l'Union européenne. Les autorités estoniennes préviennent que la frontière pourrait être fermée à court terme à tous les voyageurs pour protéger la sécurité nationale. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt, la deuxième depuis le mois de juin. Cette décision était largement attendue par les marchés financiers européens, dans un contexte de ralentissement de l'inflation sur le continent. Et ce, malgré des indicateurs de croissance qui restent assez préoccupants. The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to take another step in moderating the degree of monetary policy restriction. La croissance des prix à la consommation dans la zone euro a en effet baissé pour s'établir à 2,2% en août. Selon Eurostat, le ralentissement de l'inflation est en partie dû à une forte baisse des coûts de l'énergie. L'Allemagne est considérablement fragilisée. Son modèle économique est à revoir complètement. Nous sommes divisés et fragilisés. Notre modèle social est à repenser. Dans ce contexte-là, l'Europe n'a pas les moyens d'avancer de façon déterminée. Et c'est pour cela qu'on n'entend plus la France sur aucun sujet. Nous ne sommes plus présents sur l'Ukraine, nous ne sommes plus présents sur le Proche-Orient, nous ne sommes pas présents sur les grands enjeux entre la Chine et les États-Unis à un moment où les États-Unis peuvent basculer dans toute autre chose et véritablement peser sur la scène internationale. Des milliers de personnes se sont rassemblées en Espagne à l'occasion de la journée nationale de la Catalogne, la Diada, pour soutenir l'indépendance de la Catalogne. Les manifestations ont été organisées dans 5 villes par l'Assemblée nationale catalane et d'autres organisations indépendantistes. Environ 60 000 personnes ont défilé dans les rues de Barcelone. Selon la Guardia Urbana, il s'agit de la plus faible participation depuis 2012. C'est la première diada depuis que le socialiste Salvador Illa a été élu président de la Catalogne, mettant fin à 14 années de règne du courant indépendantiste à Barcelone. La première, c'est qu'il fallait faire les choses avec méthode et dans l'ordre. Et que c'est par hypothèses successives qui ne se réaliseront peut-être pas, que nous parviendrons à créer les circonstances qui feront que les Français, qu'un gouvernement peut-être de Front républicain ou d'union nationale deviendra possible. Toute chose qui n'est pas possible au départ. Donc c'est cette méthode qui n'a pas été acceptée. Et le président de la République, de ce point de vue-là, a brouillé les cartes parce qu'il a fait 2 exercices différents. Il a fait un exercice en chambre, c'est-à-dire, je suppose que si je demande à X, X ne parviendra pas à obtenir l'accord d'Y, alors qu'on sait tous que dans la vraie vie, les choses se passent différemment. Michel Barnier, sur le papier, il a peut-être
en apparence, le soutien du Rassemblement national. Mais c'est une parfaite supposition. Parce que le Rassemblement national, à tout moment, peut dire « Non, ça, c'est une ligne rouge, je ne lui donne pas la confiance. » Donc, le fait d'avoir fait de la politique en chambre et pas fait comme on devrait faire, c'est-à-dire pressentir un Premier ministre, lui permettre d'aller négocier lui-même, pas le président, avec les groupes parlementaires, on a mélangé tout. Plat, entrée, dessert. Oui, enfin, et le fait de se retrouver avec un déjeuner sans saveur et totalement indigeste, le président de la République en a une part de responsabilité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que la politique, ça se fait en marchant. Oui, la gauche, elle est frappée d'un mal que l'on connaît tous, qui est l'idéologie. Et pour en sortir, il faut la confronter aux réalités. Et qu'est-ce qu'aurait dû faire le président de la République? Qu'est-ce que doit faire aujourd'hui Michel Barnier? Ouvrir les portes et les fenêtres et dire quoi? Vous voulez le chaos? Vous voulez que la France s'effondre? On va y venir. Il y a une question sur Gaza dans un instant, mais juste pour terminer et clore, à vos yeux, la gauche, elle a perdu la séquence, là? Mais nous perdons tous la séquence. Vous êtes extraordinaire. Pourquoi aller distribuer des points et des mauvais points comme si on était là à tester l'audimat pour savoir qui a gagné, qui a perdu? Nous sommes tous en train de perdre, Madame Lia Salamé. Tous, collectivement. Sauf Michel Barnier. Mais Michel Barnier, mais vous croyez qu'il se lève le matin avec le sentiment de la réussite? Oui, il pourra dire qu'il a fait une ligne sur son CV, mais il faut. Mais non, c'est pas que ça. Mais il faut espérer pour lui qu'il puisse faire quelque chose. Pour le moment, il arrive de la chasse bredouille. À part avoir réussi à harponner, c'est pas rien. LR qui était solidement bunkérisé. Regardez comment LR est sorti de son bunker. LR avait dit jamais je ne participerai. Et là, tout à coup, on a M. Wauquiez qui est intéressé par l'idée de devenir ministre de l'Intérieur, ce qui montre à quel point le syndrome de l'époque précédente, le ministère de l'Intérieur, on pense que c'est le plus grand strapontin pour devenir président de la République, à droite. Moyennant quoi, on se trompe peut-être. Ça a marché dans un cas. Ça a marché dans un cas, oui, mais l'histoire fait qu'en général... l'histoire fait qu'en général, ça ne se répète pas. Les Français apprennent aussi de l'histoire et des erreurs qu'ils ont pu commettre. Donc, de ce point de vue-là, je crois que nous devons collectivement, et pas chercher à montrer du doigt X ou Y. Aujourd'hui, nous sommes visiblement dans un temps où on veut régler des comptes à son avantage. C'est pas le moment de régler des comptes, c'est pas le moment de donner des bons points à X ou à Y. C'est le moment collectivement de nous retrousser les manches. Et je pense que c'est un temps où on a besoin d'engagement collectif, de la classe politique, de tout le monde, et de dignité. Parce que très honnêtement, le spectacle que nous donnons aux Français est un spectacle triste. Oui, Bruno Le Maire nous quitte, il quitte Bercy, du moins la France est presque en deuil. Il laisse une dette de 3 000 milliards d'euros, un ministère du budget qui se demande bien comment ils vont faire avec un budget invotable pour la fin d'année. Mais lui, regarde ailleurs, tel l'écrivain et tel le poète qu'il est. On écoute les quelques mots de Bruno Le Maire, j'espère que ça va vous réconforter. Demain, je retournerai donc à ma première vocation, l'enseignement. Je suis donc heureux de reprendre le chemin des cours, car je ne connais rien de plus beau que de transmettre, de dialoguer et de se réinventer au contact des nouvelles générations. Je continuerai naturellement, je le précise, à habiter en France, qui est ma patrie, ma vie, ma passion. Le monde est vaste, la France est immense. Ne vivons pas dans un étui. Et après, qui vivra verra. Qui vivra, verra, avec le rire de ses collaborateurs. Ne vivons pas dans un étui. Étrange formule, ma foi. Est-ce que Bruno Le Maire, lui, vivait dans un étui? Ça promet de beaux livres qui vont arriver. Alors, il faut savoir que Bruno Le Maire va donc rebondir en Suisse, dans une école où il va être professeur de géopolitique et d'économie, figurez-vous. Il n'a pas trouvé de poste en France, selon certains journalistes. Et donc, il se retrouve en Suisse. Il quitte la vie politique pour respirer l'air helvète et voir ailleurs. Alors lui, il n'aura pas besoin de traverser la rue en tant que ministre du budget pour arriver à redevenir professeur. Mais vous savez que Pôle emploi, devenu France Travail, il y a plusieurs scandales qui sont arrivés et je me suis intéressé quand même à ce problème-là, c'est-à-dire qu'entre 2019 et 2023, France Travail a déboursé au moins 1,6 milliard d'euros pour rémunérer des prestataires privés. Ça, c'est une enquête de la CGT Chômeurs qui a été publiée en juin. Et puis, on a appris dans Challenge cette semaine que le patron de France Travail, Thibaut Gulli, vient de signer un accord cadre de 30 millions d'euros sur 5 ans avec des instituts de sondage pour réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des chômeurs et de ses agents. Alors, savoir si vous êtes content, si ça se passe bien. Il faut savoir que les demandeurs d'emploi
vis-à-vis de France Travail sont de plus en plus nombreux à se plaindre du traitement qui leur est réservé. En 2023, ils ont adressé pas loin de 52 500 requêtes auprès du service du médiateur national pour traiter les différends entre France Travail et les usagers. Alors, problème bien sûr de versement de pension, de trop perçu, de radiation aussi, qui est assez énorme. Et puis pour couronner le tout, France Travail a été victime d'une cyberattaque, vous vous rappelez, cette année, avec une fuite de données de plus de 43 millions de personnes. Alors, en ce moment, le gouvernement Barnier cherche des économies, 30 millions pour les instituts de sondage, alors que visiblement France Travail a besoin quand même de faire un effort pour sa structure informatique. Il y a quand même des économies à faire un peu partout. On souhaite bon vent à Bruno Le Maire et puis on attend la suite des au revoir des ministres qui vont petit à petit nous quitter. Inoubliable, c'est le seul mot qu'a mis Bruno Le Maire sur un tweet aujourd'hui. Inoubliable en effet, les 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017. Avec Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, c'est un record de gabegie, record de déficit public, record de déficit commercial, record d'inflation sur les produits alimentaires, record de pauvreté dans le pays, record d'injustice. Il va bien falloir réparer les dégâts. Malheureusement, le gouvernement Barnier, sans aucun doute, va faire souffrir les Français pour rééquilibrer les comptes, alors qu'il existe des solutions pour lutter contre les gaspillages sans faire souffrir les Français. C'est le thème de mon livre « Où va le pognon ?» Il est impératif de démontrer et de prouver qu'on peut restaurer les comptes publics sans abandonner les Français. Alors, Michel Barnier s'est rendu hier à Annecy. Il a été reçu par sa famille politique d'origine, les Républicains. Au menu, il discutait de la ligne politique de son futur gouvernement et les négociations pour le constituer, ce dit gouvernement. Franchement, Vincent, qui aurait cru au mois de juin que le Premier ministre d'Emmanuel Macron viendrait du parti de Laurent Wauquiez ? Certainement pas moi, Dimitri. Mais Nicolas Sarkozy, depuis 2 ans, plaide en ce sens. J'ai souvent ici exprimé mon scepticisme sur le plan de l'ancien président, mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui se passe depuis 10 jours lui donne pleinement raison. Si je me transforme une seconde en Olivier de Lagarde et qu'on jette un œil sur les hebdos de la semaine, cela en dit plus que tous les discours. Le Figmag, Barnier, la droite est de retour. Paris Match, Barnier intime. Le Point, Barnier le Régent. Valeurs actuelles, Barnier les bonnes raisons d'y croire. Si je vous avais dit le 14 juillet que la droite allait connaître une Barnier mania, vous auriez pensé, Dimitri, il a vraiment besoin de vacances. Balzac dit quelque part que les événements sont des ironies en action. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Pourtant, la droite n'a pas gagné les élections. Vincent, est-ce que la gauche n'a pas un peu raison de dénoncer un Premier ministre par effraction ? Cette nomination ne répond pas directement au résultat des urnes le 7 juillet, mais il serait faux, comme le fait la gauche, de parler de coup de force démocratique. D'abord, c'est à droite que le vent électoral a soufflé dans les 3 derniers scrutins. Ensuite, notre histoire nous offre des exemples de situations comparables. Dans une très intéressante tribune publiée dans le Figaro, l'essayiste Maxime Tandonnet nous rappelle qu'en 1926, la Chambre est majoritairement à gauche et que l'on appelle le conservateur Raymond Poincaré. En novembre 1946, après une nette victoire du PC et de ses alliés, le chef du gouvernement désigné n'est pas le communiste Maurice Thorez, mais Léon Blum, le père fondateur du socialisme libéral français. Enfin, quand René Coty appelle Charles de Gaulle en 1958, le général ne peut compter à l'Assemblée que sur 22 députés gaullistes. En fait, la nomination de Michel Barnier, c'est la cristallisation politique d'une évolution électorale qui, depuis 2017, fait se rejoindre les partisans d'Emmanuel Macron et de François Fillon. Elle illustre aussi de façon éclatante la restauration du clivage gauche-droite. Ce clivage, on le retrouvait déjà sur les thèmes de l'immigration, de la politique économique, de la transition écologique et même dans le camp du président. Maintenant, c'est officiel, le dépassement, c'est dépassé. Bon, il n'empêche, arithmétiquement, Michel Barnier ne peut compter pleinement que sur 47 députés les Républicains, une trentaine de députés Horizon. C'est quand même un obstacle pour gouverner à droite, non ? Alors, si notre analyse est microscopique et s'en tient à l'Assemblée, c'est une évidence. Mais si elle se fait macroscopique et qu'on prend en compte le pays, on voit bien que Michel Barnier peut s'appuyer sur une part majoritaire de l'opinion. Pour cela, il ne doit pas décevoir sur le premier sujet sur lequel il est attendu. Et je ne vous parle pas de l'exercice imposé du budget, mais de la sécurité et de l'immigration. Ne pas décevoir, cela commence par une nomination convaincante au ministère de l'Intérieur.
Ludovic Mendes, un député macroniste, s'est inquiété de l'arrivée possible de Bruno Retailleau place Beauvau. Le même député considère que la notion d'insécurité culturelle invoquée par Charles Rodwell, le député des Yvelines qui était tout à l'heure dans le studio, est une notion d'extrême droite. Alors, on rappellera à M. Mendes que c'est un éminent intellectuel de gauche, le regretté Laurent Bouvet, qui a forgé ce concept très éclairant d'insécurité culturelle. Ce qui serait inquiétant, Dimitri, ce n'est pas que Bruno Retailleau devienne ministre de l'Intérieur. Ce qui serait inquiétant, c'est que l'aile gauche du camp présidentiel impose au Premier ministre des nominations mollassonnes et l'oblige à rester dans la diagonale du flou. Pour éviter que la déception succède à l'emballement, Michel Barnier doit donc faire 3 choses dans la composition de son gouvernement comme dans sa ligne politique: être clair et aussi être clair. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.